Oui, n'hésitez pas à activer vos caméras, hein. Là, ça ne pose Ouais, en par revanche contre, aucun problème. C'est même plus agréable pour nous de voir le visage des gens qui nous écoutent et qui parfois sont fort loin de nous, hein, n'est-ce pas, Louise Dupré, par exemple, au Québec. Voilà, on te salue. Il est encore un peu tôt pour toi, mais merci d'être présente et puis d'autres. eh ben, très bien, on Voilà, va laisser. Annie, je laisse Fanny ouvrir. tu commences. Bonjour à tous, loin et ici. Bienvenue dans nos locaux de l'OCCE, donc dans notre salle Saint-Aubert. Donc, on accueille je sais plus regarder. On accueille cette conférence dans le cadre de notre partenariat avec le Printemps des Poètes, pour lequel nous participons toute l'année avec notre label École en poésie. On développe la coopération par la poésie, notamment, enfin, la poésie par la coopération à l'école. Et c'est l'occasion aussi, avec les éditions de Bruno Doucet, de rentrer dans ce printemps des poètes un peu en amont par l'anthologie Grâce et ce thème de la grâce qui nous est proposé cette année. Je vous souhaite une bonne conférence et puis on se retrouve à la fin. Merci. Merci, Fanny. Merci Fanny. Alors, nous pensons que nous allons encore accueillir une ou deux personnes qui sont en retard, mais nous commençons, ne serait-ce que pour vous qui êtes derrière votre écran, nombreux, nombreuses, et nous vous en remercions. Alors, vous le savez, ce 26e Printemps des Poètes, c'est ouvert, il n'est pas encore ouvert, mais disons qu'il a démarré de façon un peu trépidante, mouvementée, avec successivement une lourde polémique autour de la nomination du parrain Sylvain Tesson, puis de la démission de sa directrice artistique Sophie Nolot, et de la menace d'une annulation pure et simple de la manifestation, menace contre laquelle on s'inscrit totalement en faux. Cette manifestation aura bien lieu très clairement, ne serait-ce que parce qu'elle n'appartient pas ni à son parrain, ni à sa directrice artistique. Elle appartient aux hommes et aux femmes, aux enfants qui s'en emparent, puisque le Printemps des Poètes est une manifestation populaire et participative. Et que la voiture est déjà en marche, personne ne pourrait l'arrêter, puisque des milliers, des dizaines de milliers de personnes se préparent à vivre au mois de mars un printemps de la poésie en France, dans les territoires d'outre-mer, mais aussi à l'étranger. J'ai moi-même, par exemple, reçu récemment une invitation que je ne pourrais pas honorer pour aller à Wuhan et à Pékin pour le printemps de la poésie. Vous voyez, donc, manifestation nationale et internationale qui mobilise beaucoup de personnes dans les territoires et qui est absolument indispensable. Pendant longtemps, le Printemps des Poètes, qui vit cette année sa 26e édition, a connu une journée de formation. Certaines d'entre vous y ont peut-être participé. Malheureusement, la pandémie a eu raison de cette journée de formation. Elle ne se fait plus. Nous le déplorons et nous aimerions que cela puisse être à l'avenir prorogé, renouvelé. C'était quelque chose de fort utile et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui devant vous dans ces locaux de l'OCCE, de façon à la fois à favoriser la rencontre avec vous qui êtes ici présente, et puis avec vous qui êtes derrière votre écran, mais attentif et tout à fait prêt à vous mobiliser pour cette 26e édition. Autre rappel, pour ma part, je crois pouvoir vous dire que l'anthologie intitulée Grâce, livre des heures poétiques est le 20e opus que je consacre au Printemps des poètes. En toute indépendance, c'est-à-dire sans être ni subventionné ni commandité en aucune manière, en éditeur libre de ses choix et de ses refus, mais je crois que c'est la 20e édition. Il me semble en avoir fait, alors très assurément, 14 dans la maison d'édition, dont 6 depuis qu'Ariane, 7 depuis qu'Ariane nous a rejoints, et je pense en avoir fait 6 ou 7 précédemment avec les éditions Segers. Alors j'ai eu comme partenaire de travail, successivement, je veux les nommer, Jean-Pierre Siméon,
alors directeur artistique du Printemps des Poètes. Et lui était là depuis le début, et Emmanuel Leroyer, et puis ensuite Christian Poslaniec, et depuis 7 ans, Thierry Renard. Thierry qui dirige l'espace Pandora de Vénissieux et qui a impulsé le magnifique printemps dans l'agglomération lyonnaise, qui est aussi un éditeur qui se définit, voilà, ça lui va bien comme un agitateur poétique. Alors, des deux, je suis le plus calme. Voilà. Euh, Auteur d'anthologie. Une vingtaine d'anthologies, ça signifie, voyez, si vous considérez qu'il y a dans une anthologie en moyenne une centaine de poètes, ça fait beaucoup de monde. Beaucoup de poètes, d'hommes, de femmes, de générations différentes, de tendances très différentes, venant de territoires multiples, mais ça fait beaucoup de monde au bout du compte. Et je voudrais peut-être commencer cette rencontre en vous parlant brièvement de ce qu'est cet étrange métier d'anthologiste, parce que finalement, quand on en fait autant, c'est un peu un métier. Établir une anthologie, Paul Éluard disait que les meilleures anthologies sont celles qu'on élabore pour soi-même. Je crois que c'est très vrai. On les fait pour soi, mais avec enthousiasme et avec suffisamment d'ardeur pour être en capacité de convaincre autrui et de faire en sorte que ces anthologies se propagent, qu'elles circulent de main en main et qu'elles deviennent des outils de référence. Ce que nous aimons faire, Thierry Renard et moi-même, et puis avec Ariane, qui a pris part à l'élaboration de cet ouvrage aussi, c'est penser un concept, penser une thématique. Ce que nous ne voulons pas faire, c'est rassembler des auteurs dans un ordre strictement alphabétique. Euh, Ça n'a pour nous pas beaucoup de sens. Nous emparons d'un thème, d'une thématique. Cette année, c'est le thème de la grâce. Mon Dieu, nous n'avons pas choisi. Peut-être aurions-nous préféré le geste ou la geste, peut-être même les gourmandises, qui sait. Mais en tout cas, cette thématique, elle est intéressante. Nous l'avons perçue comme un défi. Elle nous a posé beaucoup de questions dont nous parlerons dans un instant, mais nous nous sommes emparés de cette thématique et nous essayons de la travailler, de la déployer. Nous essayons de collecter des textes qui répondent aux axes que nous avons définis, et non l'inverse. Et pour pouvoir rassembler, comme c'est le cas cette année, 118 poètes, dont la majeure partie sont des poètes de notre temps vivants, eh bien, il nous faut lire plusieurs centaines de recueils. Il nous faut collecter des ouvrages, faire des choix, nous sentir libres de nos choix et de nos refus. Et vous le savez sans doute, choisir des auteurs dans une anthologie, c'est par définition exclure. Il y a même dans cette salle une autrice des éditions qui n'a jamais envoyé le poème que nous lui avons demandé, donc elle ne peut pas être dans l'anthologie. Désolée, Marianne, mais ce sera pour la prochaine fois. Cette thématique de... Encore une petite chose concernant la constitution d'un corpus et d'une anthologie. Vous pourrez manipuler le livre, vous ne risquerez pas de le casser en deux parce que les cahiers en sont cousus. C'est le propre de nos livres, des livres souples avec un beau papier, mais des cahiers cousus, ce qui signifie que nous avons une première contrainte en nombre de pages, puisque tous les cahiers sont des cahiers de 16 ou de 32 pages, donc un multiple de 8. Et comme nous ne voulons pas avoir une série de pages blanches à la fin, que nous souhaitons que les chapitres tombent comme le pli du pantalon et que l'ouvrage soit bien ouvragé, eh bien, nous sommes obligés de faire exactement ce que font les journalistes dans les rédactions, c'est-à-dire un chemin de fer très précis. Et nous commençons par élaborer le livre à partir d'un chemin de fer à l'ancienne, où nous remplissons les petites cases une à une pour savoir où seront placés tel ou tel auteur, à quel moment interviendront nos têtes de chapitre. Nous en avons 12 et nous faisons en sorte que
ces 12 chapitres commencent toujours en belle page, c'est-à-dire en page de droite, et que la page de gauche ne soit pas une page de texte, et que la suivante soit aussi une page blanche, de sorte que nous avons un nombre de contraintes considérable, mais c'est la garantie de... Voilà, c'est ce qui permet de réaliser un ouvrage de qualité, dont nous espérons qu'il ne se limite pas simplement à une publication de circonstances. Certes, ce livre paraît pour la 26e édition du Printemps des Poètes, mais nous espérons qu'il puisse devenir, sur cette thématique de la grâce ou des grâces, parce que très vite, vous allez voir que nous, nous conjuguons ce terme au pluriel, eh bien, un ouvrage sur lequel on puisse prendre appui pour étayer une réflexion, et surtout, parce que c'est le but même de la poésie, pour élargir nos horizons. C'est bien de cela dont il s'agit. Premier temps de notre rencontre, Ariane, nous allons évoquer d'abord cette thématique de la grâce. La 7e, choisie par Sophie Nolot, qui avait commencé un abécédaire en 2018, le A de ardeur, puis l'année suivante, le B de beauté, le C de courage, le D du désir, le E d'éphémère, l'an dernier, le thème des frontières, et cette année, donc, le G du terme grâce. Ce mot grâce, avec son G majuscule, vous le représentez, ce G qui semble être la lettre qui bombe le torse, véritablement, hein. C'est une lettre un peu en majesté, elle a quelque chose comme ça qui relève de la grandeur, hein. C'est une lettre qui semble comme cela dégager un peu de puissance, et elle a quelque chose, je le dis dans l'entame de cet ouvrage, dans la préface, elle a quelque chose à voir avec la gouvernance, avec la gnose, ou alors avec l'être suprême. Ah oui, le terme grâce a des connotations spirituelles, mystiques, religieuses, qui sont absolument indéniables et sur lesquelles nous reviendrons. Mais figurez-vous que l'être suprême, dans bien des religions et dans bien des langues, on le nomme God, on le nomme Gad, on le nomme Gud, on le nomme Goth, selon les langues, toujours, pratiquement toujours la lettre G. Et si vous lui ajoutez le R qui vous donne gre, et vous voyez tout de suite que vous entendez passer le grincement du temps qui passe, non? Ouvrez un dictionnaire et vous verrez que le mot qui précède grâce dans le Robert ou dans le Littré, c'est le mot grabuge. Signe des temps. En tout cas, le terme grâce, par ses consonances, a immédiatement quelque chose à voir avec la gravité des choses humaines. Et pourtant, ensuite, le mot s'éclaire, hein. G, R, A, avec ces deux voyelles et cette sifflante, il y a quelque chose qui s'ouvre au milieu du mot pour faire entendre, eh bien, ou pour faire passer le vent des commencements. La grâce porte en elle quelque chose d'assez ineffable. L'alpha, l'aleph, les alphabets par lesquels débute toute littérature. Et il y a cette lettre médiane, le A, qui est chapeautée, avec ce petit accent circonflexe qui apporte quelque chose, tout de même. Un peu comme, vous savez, on nomme les gens touchés par la grâce, on dit qu'ils naissent coiffés. Eux aussi ont un accent circonflexe au-dessus de la tête. Quelque chose qui pointe timidement une forme de verticalité. Bon, moi, je ne vais pas jouer avec les lettres comme ça pendant tout l'après-midi, hein. Et on va plutôt s'intéresser au sens du mot. Quand on regarde dans ce fameux dictionnaire que j'ai préalablement ouvert, eh bien, on se rend compte que le mot grâce, il est riche d'une multitude d'acceptions, de significations. C'est l'un des termes peut-être les plus polysémiques de la langue française. En tout cas, son champ sémantique est immense. Et il fallait bien un livre de 300 pages pour arriver à en rendre compte. Il vient du grec, charis, qui désigne la grâce, qui désigne étymologiquement en grec ancien ce qui brille.
ce qui scintille, mais aussi ce qui réjouit. Et Georges Casalis, dans l'Encyclopædia Universalis, nous donne une définition du mot grâce en trois grands champs classiques. Il nous dit, la grâce, c'est le charme de la beauté, la joie, le plaisir. Pour nous qui élaborons une anthologie et qui recherchons des textes littéraires, évidemment, c'est un champ qui est passionnant et que nous pouvons vraiment explorer. Il nous dit ensuite, la grâce, c'est la faveur. Ah oui, accorder des grâces. Ah, tiens, et si nous parlions de consentement? Ou de refus, de bonne ou de mauvaise grâce? Nous y sommes. Nous sommes déjà sur des thématiques, des sujets de notre temps. La faveur, la bienveillance, les égards, les marques de respect, la condescendance, ça on aime moins, le désir de plaire, la bonne ou la mauvaise grâce. Vous voyez que nous allons déjà dans des domaines qui sont ceux des préoccupations de notre temps. Et puis, troisième acception du mot, la reconnaissance. Et c'est là que le divin intervient. Parce que l'action de rendre grâce, par exemple l'Eucharistie, c'est une action de grâce, c'est une forme de récompense, de don, de rémunération symbolique, d'où les connotations liées au salaire, au cadeau, au charisme. Le charisme, c'est la même étymologie. C'est le terme grec charis, voilà, qui donne grâce et qui donne charisme. C'est-à-dire le don matériel ou spirituel qui est reçu en vertu, nous dit Georges Casalis, de la seule faveur du roi ou de la divinité. Le seul problème, c'est que nous n'avons plus de roi et que parfois, nous sommes un peu en difficulté avec là ou les divinités. Alors, ce que nous avons cherché à faire dans cette anthologie, vous voyez, c'est prendre ce mot très dense, et les 5 lettres de ce mot, dont on sent bien qu'il est incroyablement feuilleté, et de l'ouvrir, exactement comme on ouvre un éventail, et d'en déployer toutes les significations, aussi largement que possible. Et nous avons déployé en éventail ce mot grâce dans un livre qui compte 12 chapitres et qui ne font rien d'autre que de déployer la richesse de sens d'un mot qui vraiment, alors pour le coup, échappe à toutes les simplifications. Toute forme de simplification serait vraiment abusive. Et d'autant que le mot est opaque, les mots sont opaques. Il n'est pas étonnant que les humains aient tant de difficultés à se comprendre, même lorsqu'ils parlent la même langue. Et surtout parce qu'ils parlent la même langue. Les mots sont opaques et le temps qui passe, les usages de la langue, la littérature, la philosophie, les religions, eh bien, je le dis dans la préface, ont augmenté la concrétion, ils ont épaissi la structure moléculaire du mot. Ils n'ont fait que rajouter des couches de signification successives. Et donc, c'est en superposant toutes ces couches de signification qui nous paraissent parfois très éloignées les unes des autres, que nous avons, nous aussi, fait appel aux poètes pour essayer d'habiller de clarté cette opacité. C'est ça, au fond, la poésie. Ce sont des habits de lumière sur des choses qui ne le sont pas tant. Et je termine en vous disant que pour les uns, cet accent circonflexe est une sorte de doigt pointé vers le ciel, vers le divin, tandis que d'autres ne croient qu'aux extases terrestres. Et nous leur avons, à eux aussi, donné la parole. Et je crois que, quels qu'ils soient, les 118 poètes de cette anthologie aspirent tous, au fond, aux bonnes grâces des lecteurs, des lectrices que vous êtes. Je dis un mot très brièvement de ces poètes, justement, peut-être, et de la construction plus largement, même si tu l'as évoqué, des anthologies. Donc, dans les choses qui nous tiennent à cœur quand on conçoit ces anthologies et les choses auxquelles Thierry et Bruno font très attention, il y a d'une part le fait de faire entrer des voix qui viennent du monde entier. Donc, vous allez avoir tous les continents représentés,
avec des poètes tantôt publiés dans la maison d'édition par ailleurs, dont on a publié des recueils, des poètes venus d'Iran, de Grèce, de Corée et bien d'autres endroits encore. On va vous en faire entendre quelques-uns tout à l'heure. Et il y a aussi une relative parité. Je dis relative parce qu'il y a un peu plus de femmes dans l'anthologie que d'hommes. Donc ça a toujours été un point de souci et d'attention de la part de Bruno et Thierry, mais cette année, finalement, ils n'ont pas réussi. Trop de D'ailleurs, poétesses. de nous deux, la grâce est de ton côté, hein. Eh ben, pour une Voilà. fois. Ah oui. Vous dire encore que ce sont des voix qui sont volontairement diverses, multiples, qui ne sont pas la représentation voilà, d'une seule école ou d'une seule manière de faire de la poésie ou de dire la grâce. Je pense que c'est aussi un des points forts de ces anthologies, c'est d'essayer modestement, parce que 118 poètes, c'est finalement très peu, de représenter le champ de la poésie contemporaine. Majoritairement de la poésie contemporaine, puisque chaque chapitre, chacun des 12 chapitres, a un texte classique en ouverture. Donc vous avez aussi quelques voix comme ça qui viennent d'une autre époque et qui viennent donner elles aussi un peu d'épaisseur à la grâce, un thème qui, ma foi, traverse si bien les siècles. On peut peut-être entrer dans le livre. On va Non. rentrer dans le livre. Voilà, et nous allons vous embarquer pour un petit voyage littéraire à l'intérieur de ce livre en faisant défiler. Alors, on va faire un partage d'écran. Voilà. Peut-être vous montrer cette couverture, Grâce, livre des heures poétiques. On se demande même si ce n'est pas un prénom, Grâce. Grâce qui nous livre des heures poétiques. Si c'était ça, la poésie, au fond. Et en quatrième de couverture, ce que nous faisons avec Thierry Renard depuis maintenant 7 ans, le poème Acrostiche sur la grâce, en empruntant des fragments aux différents auteurs pour, au fond, offrir un poème surnuméraire. Alors, je vous le lis. Les pas de l'oiseau dans la neige, amandier, orange sauvage, grenadier parvenu à maturité, rêve qui nous emporte, amour en moi, amour vivant. C'est juste un art de la vie en laquelle l'éternité se mire. Et ce petit poème, nous l'avons réalisé avec des fragments de poèmes de Claude Vigée, de Michel Ménaché, de Yanis Ritsos, d'Ella Yevtushenko, de Thierry Bourcy, de Rita Mestococho, de Laurence Nobécourt, de Christian Bobin et de François Tcheng, tous présents dans cette anthologie. Et nous ouvrons le livre avec une thématique qui sied vraiment bien au lieu qui nous accueille, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire les grâces enfantines. Alors, nous sommes allés chercher, ou nous avons demandé à des auteurs, des autrices que nous côtoyons, eh bien, des textes sur cette thématique de la grâce enfantine. Et je dois dire que la moisson a été particulièrement merveilleuse. Alors, il y a par exemple ce texte de Gioconda Belli, la grande poétesse nicaraguayenne, consacré à la maternité. Il y a ce poème de Sophie Grenaud qui nous dit combien l'enfant jette le monde par la fenêtre, l'enfant s'attrape un nuage à sa fenêtre, le découpe en morceaux petits, très petits. Et nous nous disons que les poètes, comme les enfants, sont ceux qui découpent des morceaux de ciel pour les offrir aux oiseaux qui sont encagés. C'est cela peut-être le rôle de la poésie. Et pour ouvrir ce temps de lecture, alors je ne résiste pas à l'envie de vous faire entendre un des 2 poèmes d'Ella Yevtushenko. Ella Yevtushenko, c'est la jeune Ukrainienne que nous avons publiée cette année, avec laquelle je travaille depuis 2 ans sur des traductions de poètes ukrainiens. Elle nous a envoyé deux poèmes en ukrainien que nous avons traduits ensemble. Et je vous en lis un des 2 intitulé Grenadier. Je me demande qui tu es, celui ou celle qui peut advenir et qui m'a choisi pour première demeure. Un grain de grenade, imperceptible mais présent comme les premiers pas du printemps que l'on devine derrière la tempête de neige.
Tu me fais pleurer et aussitôt sourire, comme le vent glacial cède la place au soleil en ce début du mois de mars. Quelle joie de se sentir grenadier, parvenu à maturité, et de faire croître ce grain qui contient déjà feuilles, racines, troncs, fleurs et des milliers d'autres grenadiers. Quelle fierté de devenir maison pour la personne qui plus tard deviendra ma maison pour le reste de ma vie. Et puis, comme en écho, mais avec 2 ans de plus, ce poème écrit par Katerina Apostolopoulou pour la petite fille qui fête aujourd'hui, je crois, ses 3 ans. Tu cries comme si tu miaulais, et tu entres dans le monde. Tu arrives toute neuve, toute chaude, parfaite, étonnée. Tu entres et le monde s'ouvre, et tes yeux s'ouvrent. Qui es-tu, fille? Tu es si petite. Qui es-tu, monde? Tu es si grand. On te met dans mes bras. La lumière aveuglante du bloc opératoire devient soleil du midi au pays de l'enfance. Tu mets ta bouche sur mon sein, avec la certitude de ceux qui connaissent le chemin. Moi, je te suivrai. Et puis ce poème de Marie Huot, comme l'enfant de Sicile, nous avons besoin de papier et de vent, juste cela, du papier et du vent. Le cerf-volant, tu le lances, tu as 7 ans et te voilà relié au jour. L'air est bleu dans les grandes plaines, il sent la fleur de caprier, le citron, l'oranger. L'enfant court dans ses sandales de corde et le volcan est sur son cœur. Cours, mon enfant, cours. Sa route croise une pierre levée avec une petite ceinture mystérieuse et un visage tracé qui regarde au loin. Sa route croise les beaux lichens, le renard dans les ajoncs sauvages. L'air est bleu dans les grandes plaines. Il sent la fleur de caprier, le citron, l'oranger. Le cerf-volant, tu le lances, tu as 7 ans et te voilà relié au jour. Et puis au cœur de ce chapitre, nous avons aussi un texte d'Oriane Papin, et j'allais dire aussi un texte de Christian Bobin qui précède justement le texte d'Oriane Papin, extrait d'un livre, je le cite simplement, qui est paru cette année et qui s'intitule Le plâtrier siffleur, publié aux éditions Poésis. Alors, Oriane Papin. Oriane Papin, alors pourquoi on voulait vous en parler? Déjà parce elle a un texte qui est dans cette partie, un texte qui, contrairement à ceux qu'on vous a lus, qui étaient tous, je m'en suis rendu compte en fait quand on les a lus, qui s'adressent à l'enfant. Oriane, elle s'adresse pas vraiment à l'enfant, ou plutôt elle s'adresse à l'enfant qu'elle a été et qu'on a tous été. C'est un texte donc, qui est complètement sur ce sujet-là, où elle raconte ce que c'est que d'être enfant et elle pose cette question un peu fondamentale qui est que est-ce qu'il y a une fin à l'enfance et quel rôle joue l'enfance dans les adultes que nous devenons. Ça s'appelle C'était pour du beurre et ça paraîtra du coup au mois d'avril, donc juste après le printemps des poètes, et je pense que ce sera une bonne manière en tout cas pour nous, de le prolonger. Danse, danse, sinon nous sommes perdus. Après les enfants, la grâce enfantine, eh bien, les gestes gracieux, un chapitre entièrement consacré à la danse qui s'ouvre avec un sublime poème de Claude Vigée, qui se poursuit avec des textes de Jean-Baptiste Cabot, de Ludivine Joanneau, d'Estelle Dumortier, de Claude Gobet, de Dominique Sorante, etc. Donc, plusieurs d'entre eux ont écrit pour accompagner des spectacles de danse. C'est une écriture, on pourrait dire, quasi chorégraphique. Et ce que nous vous proposons, c'est une toute petite ouverture en direction d'un ouvrage qui paraît en même temps que cette anthologie au cours du mois de février,
un ouvrage d'Hadass Attal. Hadass Attal, qui est une poétesse israélienne dont on avait publié il y a 10 ans maintenant un recueil qui s'appelait Dans un fracas de plumes, qui a une écriture absolument somptueuse, qui est par toutes petites touches. Donc ça va être des textes très courts. Et Danse, sinon nous sommes perdus, c'est un texte qui est dédié à Pina Bausch, donc cette danseuse et chorégraphe qui n'est jamais nommée dans le texte, mais pourtant c'est bien elle dont il s'agit. Voilà, c'est un texte absolument lumineux où le corps du texte danse sur la page également, avec une mise en espace particulièrement soignée. Et pour nous, en fait, je pense que c'est le premier projet auquel on a immédiatement pensé quand on a eu le thème du Printemps des poètes. C'est-à-dire c'est un projet qu'on avait depuis quelques temps et pour lequel Bruno hésitait encore concernant le moment de publication adéquat. Et quand on a su que c'était la grâce, on a su qu'on publiait Hadassah à ce moment-là. Donc elle fait partie des titres qui sont parus en même temps en librairie que l'anthologie. Ouais, ce sont des petits fragments et on pourrait dire que chacun d'eux est comme un pas de danse, un peu comme ces pas de danse de Pina Bausch, c'est-à-dire ces envolées, enfin, c'est plutôt ces tentatives d'envol vers le bonheur, hein. Voilà, donc c'est toujours entre grâce et pesanteur et de toute façon, la grâce ne se définit que par rapport à la pesanteur. Voilà, danse, sinon nous sommes perdus. Et nous allons poursuivre avec 3 chapitres que nous allons évoquer, que nous allons mélanger. Les chapitres 3, 5 et 8 de cette anthologie et tout d'abord des extases bucoliques. On a essayé de rassembler comme ça des extases bucoliques, des extases érotiques et des extases spirituelles. Et parfois, les textes se donnent à voir, comme ce poème d'Agathe Rival, que nous publions pour la première fois. C'est une jeune femme d'ailleurs qui vit dans le sud-ouest de la France, n'a publié, je crois, qu'un seul recueil. Et c'est en lisant ce recueil que j'ai découvert une série de calligrammes que j'ai trouvé très beau, bien réalisé et que nous avons eu envie, voilà, de faire découvrir à nos lecteurs en nous disant aussi que finalement, une anthologie comme celle-ci, avec sa large diffusion, pour bon nombre d'auteurs, c'est la possibilité de sortir de la confidentialité dans laquelle parfois l'édition de poésie se trouve confinée. Et nous poursuivons avec des extases érotiques. Ah, ça ne passe plus. On est bon. Extases érotiques multiples aussi, et pour lesquelles je vais donner à entendre un poème d'Ananda Devi, qui est un extrait d'un recueil publié chez nous, qui s'appelle « Danser sur tes braises », suivi de 6 décennies. 6 décennies, et je l'admets, je refuse tout ce qui interdit l'essence, tout ce qui nous embourbe, nous entourbe, nous réduit à moins que nous-mêmes. La nature nous a construits autres, joyeux et généreux. C'est là le ravissement de l'incertain, le reniement de tout ce qui nous encastre et nous empêche d'être. Le simple fait d'une joie, d'une tendresse, d'un orgasme rieur. Je ne veux d'aucun masque, aucun voile, aucune croyance qui m'interdise d'être. Vraiment, me dit-il, peux-tu le prouver tout de suite? Et j'ai ri. Ne ferme pas la porte contre l'orgasme qui s'annonce, ni ses fêlures, ni sa vigueur. Laisse monter la marée du sang qui ravage l'ordinaire. Toute terreur est propice à l'agenouillement propitiatoire. Ainsi a-t-il parlé. Et donc Ananda Devi, qu'on va retrouver également dans une anthologie qui est en cours de préparation par mes soins et qui paraîtra en juin. Donc encore une autre manière de rassembler les textes, donc qui sera consacrée à la poésie érotique féminine. Et donc il y aura bien sûr un texte d'Ananda Devi et une postface qu'elle écrira aussi pour l'anthologie. Et nous poursuivons avec des extases spirituelles. Alors c'est peut-être un des chapitres les plus importants de ce corpus. Nous l'avons subdivisé en 2 sections. D'abord, il y a des visions.
des visions comme ça, extatiques, des moments de grâce spirituelle. Et puis, il y a des prières. Et nous avons eu à cœur de faire entendre des spiritualités très différentes les unes des autres. Alors, par exemple, des textes de spiritualité chrétienne avec des poèmes de Gilles Baudry, qui est un poète contemporain, qui est moine et qui vit donc une vie de silence, de prière et de poésie, mais aussi avec un texte extraordinaire de Xavier Graal qui s'intitule Solo, dont nous avons choisi un passage particulièrement fort. Spiritualité musulmane, par exemple, avec le Père en prière qu'évoque le poète marocain, franco-marocain, puisqu'il vit dans la région lyonnaise, Mohamed El Amraoui. Des extases de spiritualité juive avec un très beau texte d'Éric de Luca, un psaume d'Éric de Luca, le grand poète italien. Spiritualité bouddhiste avec le poète chinois Jidi Magia, par exemple. Et puis, une attention particulière aux cultures amérindiennes, aux peuples autochtones, avec notamment deux poètes, un poète pueblo, Simon Ortiz, un texte qui a été traduit par une traductrice de Nantes qui organise en ce moment même un colloque sur les cultures autochtones qui se tiendra à Nantes à la fin du mois de mars. Et Rita Mestokosho, une poète amérindienne Innu, que nous avons publiée il y a quelques années en édition bilingue, c'est-à-dire en Innu-Aimun, une langue qui n'est parlée que dans le nord du Québec et à Terre-Neuve par quelques peut-être 10 000 locuteurs. Et que nous avons publié donc en Innu-Aimun et en français avec un texte particulièrement fort. Et puis, je fais le choix de faire entendre un texte que j'ai découvert cette année d'une autrice que je ne connaissais pas, mais un manuscrit qui nous est parvenu par la poste, un livre qui n'est pas encore publié, mais d'une grande voix de la poésie colombienne, Lorraine Mendinueta. Et voilà, je voudrais vous faire entendre ce texte qui s'ouvre sur une citation de Thérèse d'Avila. Le corps d'elle. Que ma joie soit dans les larmes, dans la frayeur, mon repos, ma paix dans la douleur et ma prospérité dans l'affliction. Thérèse d'Avila. Je pense souvent au corps des femmes. J'ai longuement pensé au corps de Sainte Thérèse d'Avila, à ce qui blesse et ce qui est blessé, à la brebis blanche de Teresa. Elle était blanche? Je ne sais pas. Sa brebis qui broutait sous l'habit vaincu par le temps, et son corps, le corps de Teresa, intact et nu, vide de vie et de peine, qui étreignait contre sa poitrine nue le corps nu du Christ, quand on l'a trouvée incorrompue et parfaite, trop charnelle pour goûter au plaisir de la vraie chair, réclamant de l'amour, refusant la joie, son corps beau, doué pour la vie, inutile pour la mort, le corps sacré de Teresa, désiré, démembré, séparé, séquestré, menacé, volé, vendu, vénéré après la mort. La main droite, à laquelle on a arraché un doigt. Je t'aime, je ne t'aime pas, je t'aime, corps. Sa main perturbée, brisée, coupée pour les siècles des siècles, qui a abouti à Lisbonne. Parfois, je pense au corps mutilé de Teresa et à son sexe, fruit très étrange que le temps et la mort ne peuvent corrompre. Lorraine Mendinueta, poétesse colombienne, et il faut citer son traducteur, l'écrivain traducteur français Stéphane Chaumet, parce que vous le savez, la traduction de la poésie, c'est aussi un acte de création à part entière. Et donc, dans ce chapitre, on retrouve également Stéphane Bataillon, qui lui aussi fait partie de nos parutions du mois de février, avec Permettre aux étoiles, le 4e recueil publié chez nous, et dans lequel il évoque notamment la question de son rapport au protestantisme
et son baptême. Donc, ça faisait parfaitement sens dans cette section. Et c'est aussi un recueil très lumineux qui fait appel à la poésie comme une force de résistance, une force vive dans laquelle on peut venir puiser ce dont on a besoin pour affronter le quotidien et affronter une société qui va de plus en plus vite. Alors, nous poursuivons avec un chapitre qui joue l'art du contrepoint à partir de deux expressions usuelles, courantes, dans lesquelles entre le terme grâce, de bonne grâce et de mauvaise grâce. Et lorsque nous réfléchissons à la signification même de ces expressions, ben, nous constatons que l'une dit l'acceptation, l'accord, le consentement de bonne grâce. Je dis oui de bonne grâce. Et l'autre dit son contraire, c'est-à-dire le refus. L'une dit oui, l'autre dit non. Et nous avons cherché des textes d'auteurs, d'autrices qui disent oui et qui disent non, qui font parfois entendre les deux. Et c'est assez intéressant parce que nous avons parfois eu du mal à placer tel ou tel texte d'un côté ou de l'autre de cette barrière, de ce mur poreux qui sépare le consentement et le refus. Et chose assez amusante aussi, ce chapitre s'ouvre et se ferme sur une chanson. La première, vous la connaissez tous, c'est la chanson de Brassens. La chanson de Brassens, la non-demande en mariage, voilà, qui ouvre de bonne grâce. Et puis, le dernier texte de ce chapitre, c'est le texte écrit par Marie Nimier et Thierry Ilouz, Blanche, chanté par Enzo Enzo, qui dit plutôt de mauvaise grâce. Deux livres, Ariane, qui nous accompagne dans qui ce nous chapitre. accompagne ouais, dans ce printemps. La main rivière de Marie Pavlenko, qui est une de nos parutions de janvier, qu'on a placée dans ce chapitre-là parce qu'elle a énormément de textes qui sont engagés notamment sur les questions du droit des femmes. Voilà, donc c'est aussi un recueil qui résiste, qui dit l'absence de consentement par moment. Et c'est un recueil qui est très tourné vers la nature et vers l'écologie. Donc voilà, Marie, elle va avoir beaucoup d'actualités aussi au printemps, donc vous allez peut-être la croiser. Et de même, dans nos auteurs phares, lui, vous le connaissez sans doute, c'est Yvon Lemaine, lauréat du Goncourt en 2019 pour l'ensemble de son œuvre, mais notamment pour sa trilogie « Les continents sont des radeaux perdus », trilogie qu'on avait publiée donc en 3 volets, comme son nom l'indique, et qu'on rassemble aujourd'hui dans notre collection de poche, Sacoche, avec ce qu'on estime être les meilleurs poèmes de la trilogie, évidemment avec un choix revu et retravaillé par Bruno et Yvon, et une très belle postface de Bruno qui dit à la fois l'intimité d'Yvon et la construction de son rapport à l'écriture et à l'art. Merci Ariane. Si je te dis 11 août 1999, tu étais toute petite, hein, mais est-ce que tu t'en souviens du 11 août 1999? Et vous, messieurs, dames, est-ce que vous vous en souvenez de ce jour-là? De ce jour de la grande éclipse de soleil? Ah oui, voilà. Je vois que d'un seul coup, il n'y a pas d'éclipse mémorielle, hein. Chacun se souvient de ce jour-là, des lunettes que l'on avait acquises pour regarder le ciel, etc., des mises en garde qui nous étaient formulées dans la presse. Et chacun, je pense, se souvient de l'endroit où il avait choisi d'être au moment de cette éclipse. Et ce, quel que soit l'endroit où nous nous trouvions. Alors, François Cheng a consacré à cet instant de grâce, ce moment d'exception qu'est l'éclipse, un très beau poème. Un très beau poème où il dit, avant toute chose, 11 août 99, au moment précis de l'éclipse de soleil, une plume tombée d'un oiseau en vol nous a frôlé le visage. Plume rayée de rythmes immémoriaux.
De quel vol es-tu le messager, quand soleil et lune se touchent le front, et les humains s'unissent dans un cri? Quand au cœur de la nuit diamantine, un ange nous chuchote en passant le secret de la rencontre furtive en laquelle l'éternité se mire. Un vers qu'on retrouve dans ton poème de 4e de couverture. Voilà, François Tcheng. Et c'est un texte qui a été publié en 2001 par les éditions Arfuyennes dans un livre intitulé « Qui dira notre nuit ?» Voilà. Donc vous imaginez aussi quand on élabore une anthologie le plaisir que l'on peut avoir. On sentait bien que François Tcheng était quasiment incontournable, mais quand on tombe sur ce texte, que l'on appelle ensuite le confrère éditeur en lui demandant s'il est possible de le publier, qu'on obtient l'accord de publication, parce que c'est cela aussi, l'édition, ce sont des accords entre éditeurs. Vous l'imaginez bien, même pour la chanson de Brassens, ça ne se fait pas comme ça, hein, évidemment, même si on peut l'écouter ou la lire en libre téléchargement sur Internet, mais quand il s'agit de publier, il faut évidemment passer par d'autres protocoles. Septembre 61, Denise Levertov. Briarsang d'Olivier Adam, 1993. Tandis que Karine Resset, sa compagne, romancière, poétesse, écrit Genèse 1994. 2 pages plus loin, c'est Laurent Doucet, un poète surréaliste qui rend grâce au premier manifeste du surréalisme, 1924. Quant à Levent Bescardès, le poète franco-turc sourd, qui s'exprime en langue des signes, lui a écrit sur l'année 2020 et le confinement. Ala Mohammad, poétesse syrienne, écrit sur Guernica, 1936. Quant à Jeanne Benhammer, elle écrit pudiquement sur le 7 octobre 2023, en nommant son texte « La grâce du bougainvillier », pensant qu'il faut parfois regarder les belles choses pour ne pas être emporté par la dévastation du monde dans lequel nous vivons. Ce que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement que nous avons construit un chapitre intitulé « En l'an de grâce », en ayant ainsi cherché des poèmes qui rendaient grâce à une année, à un événement spécifique. Et je regrette simplement que les limitations d'espace imposées par une anthologie et les limitations de temps imposées par une thématique que nous connaissons au mois d'avril pour un livre qu'il faut envoyer à l'impression à la fin du mois de novembre, début décembre, ne nous ait pas donné la possibilité de développer un chapitre comme celui-ci parce que c'était vraiment quelque chose de très, très stimulant. Voilà. Poursuivons avec des chapitres qui jouent véritablement sur des contrastes. Alors, ces 2 expressions, le coup de grâce et de grâce, disent très exactement une chose et son contraire. Le coup de grâce, ultima necat, la dernière heure tue, évidemment, renvoie à la mort ou à la mise à mort. Et ce n'est pas simplement celle de la corrida. Nous pouvons avoir affaire à des textes qui sont assez terribles dans ce domaine-là. Quant au chapitre intitulé « De grâce », lui dit au contraire la vie épargnée, la supplique entendue. Et donc, nous avons travaillé sur ces oppositions et nous voudrions vous lire 2 poèmes assez sombres. Le premier est un texte de Michael Semenko, immense poète ukrainien, on va dire l'Apollinaire de la poésie ukrainienne, le Maïakovski de la poésie ukrainienne, qui n'avait jamais été traduit en langue française et dont Ella Yevtushenko et moi-même essayons timidement de faire découvrir
l'immense qualité au public francophone. Voilà, je voudrais vous lire ce texte intitulé Patagonie, traduit de l'ukrainien, qui est un texte de 1917. Patagonie, je ne mourrai pas de mort, mais de vie. Quand j'aurai trépassé, la vie même sera finie et le drapeau baissé. Je mourrai en ma prime jeunesse, car serai-je jamais vieux? Je ne veux nul poème de messe, du deuil, oublie le jeu. Je mourrai en Patagonie, car j'appartiens au feu et à la terre. Amis, je n'entendrai pas vos cris, je ne suis à personne, poète planétaire. Je mourrai quand la nature se taira, en attendant la dernière nuit d'orage. Je mourrai dans une trêve, tandis que mon cœur bat de la vie, de la lutte et de mon très jeune âge. C'est un poète qui est mort au Goulag à 40 ans et qui laisse une œuvre majeure qui n'avait jamais été traduite en langue française. Et vous l'avez entendu, c'est un poème rimé, comme le sont la plupart des textes d'auteurs ukrainiens. Bonjour. Nous avons vraiment Alors, les ordinateurs sont tous pris là. à restituer cette musicalité voilà, que donne la rime et la versification en langue ukrainienne. Et puis, comme en écho, chez un très jeune auteur français que tu connais bien. Absolument. Arthur Scanu, donc, qui a publié son premier texte dans une maison d'édition qui s'appelle 10 pages au carré. Et donc, cet extrait d'un plus long texte. Il commence à être tard et je crois que je viens de mourir. Maman, maman, oui? Viens, s'il te plaît, viens, dis-moi. Quoi? Tu savais que les choses sont comme elles sont? Tu savais, maman, en t'allongeant sous mon père, que les choses sont comme elles sont? Maman, tu savais? Viens m'absorber, que le jour se lève et qu'il se couche tous les jours. Viens. Oui. Tu savais bien que je découvrirais en me couchant, que le soleil se jette. Maman, je vais mourir. Alors, le chapitre Le coup de grâce s'ouvrait sur le poème de Michael Semenko que nous venons de vous lire. Le chapitre intitulé De grâce s'ouvre sur un autre texte de la littérature ukrainienne dont nous sommes, je dirais, particulièrement fiers. Il s'agit d'un texte de Victoria Amelina. Victoria Amelina, c'est une romancière, journaliste, essayiste, poète ukrainienne, née en 1986 et décédée au début du mois de juillet dernier, en 2023. Victoria Amelina, c'était une voix déjà très connue, reconnue dans son pays, je pense immense écrivaine, qui, à partir de février 2022, avait cessé ses activités littéraires pour, exception faite de la poésie, pour se consacrer exclusivement à la documentation des crimes russes en Ukraine. Et elle est morte le 1er juillet 23 après avoir été touchée par une frappe de missiles russes dans un restaurant de Kramatorsk où clairement elle était visée. Voilà. Lorsque nous publions des textes comme celui que je vais vous lire dans un instant, nous ne pouvons que trouver très vaines les polémiques qui ont agité le petit milieu de la poésie française. Ce texte, nous l'avons obtenu par le mari de Victoria, qui lui aussi est dans la guerre. Ce n'est pas une chose si simple que cela, de pouvoir recevoir plusieurs textes d'elle. Nous en avons traduit 3 et nous avons choisi le texte que je vais vous lire. Victoria Amelina. J'ai un fils. Elle a un fils. Avant la guerre, elle en avait 2. Moi, je n'ai jamais eu qu'un seul fils. Comment peut-on expliquer à quelqu'un qu'elle a toujours 2 fils, que celui
qui a les yeux clairs n'est pas mort. Chaque jour, elle le met au monde en criant, mais ce cri est celui d'une femme, non d'un bébé. Lui reste silencieux, bien qu'elle le mette au monde chaque jour. De son obscurité muette, il me regarde et me supplie de lui venir en aide, mais elle est seule dans cette mise au monde. Entre elle et moi, désormais, ne reste que le noir. Parce que j'ai un fils et qu'elle a un fils. Avant la guerre, elle en avait deux. Moi, je n'ai jamais eu qu'un seul fils. Comment peut-on expliquer à quelqu'un qu'à nous deux, nous avons 3 fils? C'est un poème inédit de Victoria Melina, à ma connaissance peut-être le premier poème de cette romancière et poétesse ukrainienne traduit en langue française. Voilà à quoi servent aussi les anthologies, bien sûr. Et nous ne pouvons rêver que d'une chose, c'est que des lecteurs s'en emparent, que d'autres éditeurs aient envie de poursuivre le travail et aillent à la rencontre de cette œuvre, la traduisent, la publient. C'est notre souhait le plus cher. Et nous allons terminer plus en douceur avec 2 chapitres qui disent au fond, non plus de grâce, mais rendons grâce. Rendons grâce, bien, rendons-nous grâce les uns aux autres et faisons entendre ces voix qui disent aussi gracias a la vida, parce que c'est cela aussi la grâce, un exercice de consolation et parfois de gratitude. Maria Mercè Marçal, Ariane, on l'adore. Ah oui, poétesse catalane avec une langue absolument flamboyante. On a publié son recueil 3 fois rebelle, il y a 10 ans aussi maintenant. Et elle nous dit ceci. Devise. Je rends grâce au hasard de ces 3 dons. Être née femme, de basse classe, de nation opprimée. Et de ce trouble azur d'être 3 fois rebelle. Tout est dit. On aurait presque envie de tatouer ça sur son corps. Mais vas-y, Bruno. Ouais. Non, c'est magnifique. Voilà. Et nous allons poursuivre, presque terminer, avec un texte de Karl Noack. Alors ici, Fanny, vous le connaissez bien, Karl Noack, hein, puisque vous l'avez reçu plusieurs fois. Et le texte qu'il nous a envoyé, c'est un texte en prose que nous allons lire à 2 voix. Au temps de la grâce promise. Nous sommes, pardon, c'est à toi, Arlene. Nous sommes encore au temps de la grâce promise, et nous lissons la langue pour qu'elle saigne ou s'éploie entre les lignes. Le monde est gorgé de suc, le vent de chair. Nous restons unis en nos dialectiques, ne pouvant choisir ce qui, du désir ou du hasard, doit nous instiller la beauté. Cependant, nous sommes là, n'invoquant rien que les mots que nous traçons, qui ont parfois des silences empesés, mais aussi des revers qui chantent. Sans avoir l'élégance d'une vague, nous ne confions pas nos remugles à la mer. Nous conversons à peu d'écume. Notre avenir devient ce mince pincement du vent quand il pleut, quand il peut se muer en une phrase ou un suspens. Nous cherchons la beauté dans les failles, les interstices, les contre-jours. Nous heurtons des formes imprécises que nous rêvons de ramener sans plus d'offrande ni de prédation vers la langue. Nulle rondeur, rien qui force vers l'aigu. Seulement la grâce, happée un court moment, sa césure, et loin de toute entaille, la brève couture d'une parole dans un paysage longtemps muet. Nous ne sommes plus au monde par défaut, tant que nous cherchons encore la beauté dans les failles. Le visage moins pâle de l'ardeur, nous le retrouverons. Nous savons bien que tout est mortel en nous, sauf nos regards. Et puis, je ne résiste pas à l'envie de poursuivre ce duo avec Ariane en vous lisant à 2 voix le texte qui vient clore ce livre, un texte de Michel Baglin, un poète qui nous a quittés il y a quelques années. C'est un texte tiré d'un ouvrage publié aux éditions Rhubarbe en 2019, intitulé « Les mots nous manquent ». Et Michel Baglin dit « Merci à la vie ». Je précise qu'il écrivait cela alors qu'il était déjà fort malade. Gracias a la vida. Merci à la vie, à la douceur des peaux émues, au remous des eaux du cœur,
à la fleur qui s'ouvre et s'offre à l'envie, aux ivresses de jasmin, à la goutte qui perle au feuillage du matin. Mais qui nous dira comment chanter la mer qu'on asphyxie, la forêt qu'on déboise, la rivière qui pue? Merci aux mimosas citrons qui nous enneigent de lumière, nous offrent le soleil en flocons, aux pluies neuves des printemps lavant les ciels et les collines. Merci aux arbres qui s'échinent à nous enseigner l'élan vital des verticales et des épanouissements. Mais qui dira les bouteilles d'urine sur les bords des routes, dans les fossés, jeter des camions dans le maelstrom du grand marché mondialisé? Merci à l'alternance des jours et au balancier des saisons, au métissage qui nous préserve de cloner nos vies et nos envies. Merci au sexe qui nous aimante, à l'amitié qui ouvre les voies libres par où échapper à soi-même et à l'enfermement. Mais qui chantera le communautarisme, les crocs de la meute, les haines tribales, l'horreur des clans? Merci aux livres qui font devenir citoyen du monde sans cesser d'être de son village, de sa langue, de ses paysages. Merci aux paroles qui nous ancrent dans le terreau de nos vies, aux poèmes qui nous inventent l'envol au-delà de mots. Mais qui chantera les livres pieux propageant l'incendie, les promesses sanglantes des enragés de l'utopie? Merci aux pierres, aux herbes, aux bêtes d'exister dans le silence picoré d'oiseaux. Merci aux senteurs de terre humide, au vent d'orage, à sa chaude haleine à l'automne et ses tièdes apaisements. Mais qui remerciera-t-on d'être ces humains esselés dans un monde indifférent, au cœur travaillé par le besoin du partage, le goût de comprendre et d'être ensemble, le désir d'un peu de sens commun? Voilà. Michel Baglin, merci à la vie, dans les monuments. Euh, c'est bien de cela dont il s'agit aussi avec la poésie et avec le travail autour d'une anthologie, c'est-à-dire c'est parvenir justement à créer un peu de sens commun, à faire en sorte que puisse se retrouver enserré dans les pages d'un livre une diversité de voix, de générations, de langue également, puisque vous avez dans cette anthologie des textes qui sont traduits, vous l'avez entendu, on l'a dit, de l'hébreu, du roumain, de l'espagnol, du persan, de l'arabe, du catalan, du turc, etc., etc. Et donc, au fond, c'est cet art du métissage et qui rend possible ce dialogue entre les êtres, entre les langues, entre les cultures, et puis surtout, et c'est peut-être là la mission première du Printemps des poètes en France, entre les générations, car c'est bien de transmission dont il s'agit ici. Nous vous remercions pour ce temps d'écoute. Nous avons gardé, je pense, suffisamment de temps pour qu'il puisse y avoir un échange. Alors avec vous qui êtes dans cette salle, et puis vous qui êtes à distance et qui allez peut-être devoir utiliser pour des questions de commodité l'espace de dialogue. Alors, nous avons vu passer un message avec des remerciements de la Patagonie en Argentine. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les noter dans le chat, mais vous-même peut-être. Quand lire ce poème, quelle est la dimension sonore de cette anthologie? Quelle dimension sonore il va avoir tant dans le printemps des poètes qu'après, par la suite? Celle que les lecteurs et les lectrices que vous êtes voudront bien lui donner. Moi, je rêve de ça. Je rêve d'un livre audio, mais c'est déjà presque une prouesse technique et éditoriale d'arriver à sortir un livre aussi complexe, parce que vous l'avez vu, c'est pas tout à fait rien, en si peu de temps. Il faut que vous imaginiez que je le disais tout à l'heure, entre avril, date à laquelle nous connaissons la thématique, et début décembre, moment où le livre doit partir chez l'imprimeur, eh bien, il n'y a pas un seul jour de cette période où je ne me lève en me disant aujourd'hui, je vais aller chercher des textes. Et donc, s'il fallait ajouter un livre audio, ce serait assez techniquement et financièrement assez compliqué.
mais je rêve de cela. Et dans d'autres éditions, notamment dans certains des livres que nous avons présentés, eh bien, nous intégrons des QR codes. C'est le cas avec le petit livre d'Yvan Lemaine. Les continents sont des radeaux perdus. Voilà, Fanny, si tu le fais passer, je vais pouvoir le montrer à tout le monde. Dans ce petit livre, Les continents sont des radeaux perdus. Merci d'Yvan Lemaine. Yvan Lemaine, qui est un poète, qui est un formidable diseur de poèmes. C'est son métier depuis qu'il a 17 ans. Ça fait plus de 50 ans qu'Yvan Lemaine fait entendre la poésie partout en France. Et je crois que dans toutes les villes et tous les villages de Bretagne, il est passé. Franchement. Voilà, tout le monde le connaît et tout le monde l'a entendu lire sa poésie, mais surtout la poésie des autres aussi. Eh bien, lorsque nous avons décidé de publier ce livre, nous l'avons fait en ayant le souci de faire entendre la voix d'Yvan Lemaine. Donc, on peut écouter 45 minutes d'enregistrement gratuit en flashant simplement ce QR code qui est à la fin de son livre. L'enregistrement a été fait il y a quelques semaines en studio. Alors, certes, ce n'est pas la totalité de l'œuvre, mais pour un prix modique de 8 €, on a 160 pages de poésie, on a pratiquement 50 minutes d'écoute. Donc voilà. Mais vous avez raison, c'est tellement pertinente, une question tellement pertinente. La poésie, c'est un art vivant qui passe par la voix, qui passe par le corps. On a une date annoncée quand même. Et on a une date à annoncer. Voilà. Et en tout cas, je termine en vous disant simplement que la poésie, elle se nourrit de la rencontre avec le public. C'est la raison pour laquelle des manifestations comme toutes ces manifestations qu'impulse le Printemps des poètes dans tous les territoires sont absolument vitales. Mais ça passe par la voix, bien évidemment. Alors, nous avons une date à annoncer, Et oui, Ariane. on en profite aussi pour vous convier à la Maison de la Poésie de Paris le mardi 5 mars à 20 h pour du coup, une grande soirée autour de l'anthologie et où on fera notamment entendre sur scène donc des textes de cette anthologie grâce à plusieurs poètes et poétesses qui viendront prêter leur voix à cette occasion. Et évidemment, bon, l'agenda n'est pas encore complet, mais il va l'être, il le sera dans notre lettre d'information du mois de mars. Je vous invite d'ailleurs toutes et tous à vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait via notre site. Et on a énormément de rencontres prévues à ce moment-là. On sait que vous êtes aussi nombreux et nombreuses à en organiser. Donc, il y aura aussi cette mise en voie-là de notre anthologie et d'autres textes, évidemment, autour de la grâce, heureusement. Mais parce que le message, en fait, il est très simple. Hein. C'est de dire le Printemps des poètes, c'est vous. C'est vous qui vous en emparez. Cette manifestation est participative. Et donc, emparez-vous de ces anthologies. Il y en a plusieurs. Il y en a une autre qui a été publiée par les éditions Le Castor Astral. Ce sont des ressources, des banques de données. Utilisez-les, déconstruisez les livres. Ils sont faits pour cela. Emparez-vous de cela. Vous savez, les premiers outils du lecteur, et ça, il faut le dire et le redire aux enfants, c'est les ciseaux et la colle. Mais nous-mêmes, écrivains, que faisons-nous d'autre? Si ce n'est, voilà, collecter des mots, pilloter, comme disait Montaigne, de ci, de ça, les fleurs, comme des abeilles dont nous faisons le miel de nos textes. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de découper l'anthologie non plus, hein, mais bon. Bon, il y a déjà Non, on ne prend pas la paire de ciseaux avec. plusieurs personnes qui nous disent qu'il y a des ateliers prévus, des lectures dans des médiathèques, des EHPAD. On retrouve pas mal de membres d'associations qu'on connaît aussi. Ça fait plaisir pendant cette conférence. Merci en tout cas à tous et toutes d'avoir été là et d'avoir suivi ce temps d'échange. On est vraiment très heureux d'être accueillis par l'OCCE. Ça fait quand même plusieurs années qu'on était un peu à la fois très content de vous retrouver en ligne, puis on sait qu'il y en a pour beaucoup, ce serait impossible de se déplacer à Paris. Donc, nous, à l'avenir, on maintiendra probablement cette double formule. Mais c'est vrai que là, on a le double plaisir d'avoir des visages souriants devant nous et des visages souriants derrière l'écran. Donc, voilà, je pense que ça change un peu la donne aussi pour nous. On va peut-être passer en queue avec les gens en présentiel pour finir, Oui. pour ne pas retenir la conférence trop longtemps en ligne.
Alors, écoutez, voilà, on va se quitter, mais sur une phrase qui n'est pas dans l'anthologie. Peut-être dans celle de l'année prochaine, s'il y a l'année prochaine une anthologie, mais une phrase voilà, qui me traverse l'esprit, une phrase de Gérald de Neveu, un poète qu'on a qualifié pendant longtemps de poète maudit, dont j'ai publié parfois des textes, et qui a été publié initialement chez Segers. Gérald Neveu disait la poésie, c'est sortir de soi pour y faire rentrer les autres. Je pense que c'est quasiment la définition qu'on pourrait donner à cette mission de service public, voilà, qu'est le Printemps des poètes. Merci à vous. Merci tout le monde. Oui, vous pouvez rallumer les micros si vous voulez nous dire au revoir de manière sonore. La Bon conférence, printemps des poètes. donc, sauf gros bug technique de mon côté, normalement, il y aura un replay sur YouTube. Je vous renverrai de toute façon le lien et puis quelques documents qui synthétiseront cette conférence. Avec plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.